J'interviens en cette fin de semaine pour faire avec vous un point sur la campagne de dons de TV Liberté et vous dire simplement que notre inquiétude grandit toujours. La baisse non pas du nombre, mais de la valeur des dons à TV Liberté compromet concrètement notre budget pour 2022, année qui s'annonce pourtant cruciale. L'argent donné par la communauté des donateurs nous offre l'indépendance et la liberté, le mordant et la ténacité, et je le crois, le professionnalisme. Alors, ce n'est pas au moment où le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays et notre peuple qu'il faut réduire la voilure, l'ampleur de la riposte. Nous avons donc besoin de la mobilisation accrue, significative, déterminante de nos téléspectateurs qui doivent bien comprendre que la liberté a un prix. Il nous faut compter sur la mobilisation de tous pour redresser la barre. Alors ce vendredi, mais aussi samedi et dimanche, je compte sur vous. Faites de TV Liberté le fer de lance de vos idées. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Le 21 mai 2013, Dominique Vénère se donnait la mort à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dominique Vénère était un homme d'armes, c'était un soldat, c'était un guerrier, c'était également un activiste politique et, pour reprendre une formule qu'il aimait à utiliser, un historien méditatif. C'était donc un homme d'action, c'était aussi un homme de contemplation ou de méditation. C'était un homme à certains égards très romantique, à certains égards très classique, et puis c'était un homme, comme en conviennent tous ceux qui l'ont connu de près, très secret, très discret. Néanmoins, les éditions de la Nouvelle Librairie ont publié il y a quelques semaines un texte inédit, qui n'est que le début d'une longue série de volumes, Les Carnets rebelles de Dominique Vénère, préfacé par Alain de Benoît. Et dans cet ouvrage, constitué essentiellement de notes ou de textes brefs, vraisemblablement, Dominique Vénère, lui donc si secret, si discret, se révèle, se dévoile un peu plus, en particulier concernant son enfance, son adolescence et la période qu'il a passée à l'armée, donc de jeune homme ou de jeune adulte. Pour en parler aujourd'hui, des proches de Dominique Vénère, des amis chers, des lecteurs, des admirateurs également de son œuvre. Avec nous donc Alain de Benoît. Alain de Benoît, il n'est pas très utile de vous présenter, qui plus est dans une émission Les idées à l'endroit que vous avez créée, que vous avez animée pendant de longues années. Vous êtes historien des idées, vous êtes philosophe. Je rappelle votre dernier ouvrage publié, le dossier Jésus, l'homme qui n'avait pas de père, aux éditions Crisis. Vous êtes évidemment un des plus proches amis de Dominique Vénère. Vous rappelez dans votre préface au Carnet rebelle que vous l'avez connu dès 1962 et que vous ne vous êtes plus quitté depuis lors. Également Philippe Milliot. Philippe Milliot, vous êtes président de TV Liberté. Vous êtes vous-même un proche de Dominique Vénère qui a eu sur votre propre itinéraire, votre propre pensée, une influence considérable. Vous vous êtes entretenu avec lui, d'ailleurs, dans un film qui a été diffusé, et vous le considérez, et c'est ce que vous lui dites d'ailleurs, comme un maître, et même, dites-vous, comme un monstre sacré. On essaiera de voir pourquoi, en quoi, sur le jeune homme que vous étiez, Dominique Vénère a eu une telle influence. Avec nous également Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent très bien, essayiste, président de la Fondation Polémia, ancien député européen.
Vous intervenez donc dans l'émission Immédiat sur TV Liberté de manière très régulière. Vous êtes, avec Philippe Conrad et Bernard Lugan, l'un des fondateurs de l'Institut Iliade, dont on peut dire que cet institut est le fruit aussi, d'une certaine manière, de la vie, de l'œuvre et de la mort de Dominique Vénère. Avec nous également François Bousquet, lui aussi bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, puisqu'on vous retrouve en particulier dans l'émission Le Plus d'éléments. Ouais. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, vous êtes également directeur de la Nouvelle Librairie et directeur des éditions de la Nouvelle Librairie, à qui l'on doit l'ouvrage que je viens de mentionner, donc l'édition des Carnets rebelles de Dominique Vénère, premier volume d'une longue série. Alors Alain de Benoît, dans votre préface à ces Carnets rebelles, vous utilisez un mot, et vous l'utilisez d'ailleurs très souvent, parce que ce n'est pas le premier texte que vous avez consacré à Dominique Vénère, vous utilisez le mot de tenue pour caractériser l'homme Dominique Vénère. C'est un mot qui est important, qui a à la fois des significations évidemment psychologiques aussi, mais peut-être d'ordre éthique. Pour quelles raisons, lorsque vous pensez à Dominique Vénère, ce mot vous vient-il à l'esprit? Est-ce que c'est un mot qui, d'une certaine manière, récapitule la relation que vous aviez avec lui ou l'image qu'il donnait de lui? Ça récapitule certainement l'image qu'il donnait de lui, mais si j'emploie le mot fréquemment, c'est sans doute parce que c'est ce qui m'a, dans ma jeunesse, le plus frappé chez lui. Alors pour ça, il faut inévitablement évoquer des souvenirs très anciens. Pour moi, c'est un peu de la préhistoire. Comme vous l'avez indiqué à l'instant, j'ai rencontré Dominique Vénère pour la première fois en 1962. Je n'avais pas encore 20 ans et Dominique Vénère sortait de prison. Il avait été incarcéré quelques mois au motif de reconstitution de ligue dissoute, qui était une des procédures utilisées à ce moment-là. En janvier 1963, Dominique Vénère a lancé une revue qui s'appelait Europe Action. À cette époque-là, je militais moi-même dans un mouvement, disons, de droite radicale, qui s'appelait la Fédération des étudiants nationalistes, qui était dirigée par François Lorcival, futur éditorialiste de Valeurs Actuelles et aujourd'hui membre distingué de l'Institut. Et dans notre jeunesse activiste, puisque c'est le mot qu'on employait, nous avons été immédiatement attirés, séduits, si l'on peut dire, impressionnés en tout cas, par l'image de Dominique Vénère, qui était plus âgé que nous, pas de beaucoup, mais quand on a 18 ou 19 ans, quelqu'un qui a 10 ans de plus, c'est déjà une toute autre génération. Il avait fait la guerre d'Algérie, il avait eu des activités politiques antérieures. Et ce qui frappait tous les jeunes que nous étions, c'était son allure, sa façon d'être, de s'asseoir, de parler, de marcher, sa tenue. Sa tenue, sa rigueur, son souci de donner l'exemple en permanence, et c'est une des constantes chez lui, seuls ceux qui savent donner des exemples peuvent également donner des leçons. Et Dominique Vénère résumait tout cela par une image vraiment très forte, qui était en même temps très éloignée de ce qu'on pourrait appeler le culte du chef. C'était pas du tout notre mentalité, d'autant plus que Dominique Vénère mettait un point d'honneur à se présenter comme un militant comme les autres. Pour situer en deux mots Europe Action et la Fédération des étudiants nationalistes, nous nous réclamions à l'époque d'un nationalisme qui était d'abord un nationalisme européen, pas du tout franco-français, mais ouvert sur l'Europe, et d'autre part un nationalisme révolutionnaire. Nous voulions de véritables soldats politiques mobilisés d'une manière sacerdotale 24 heures sur 24, et Dominique Vénère résumait à lui seul cette conception de l'engagement total. Voilà les circonstances, parce qu'on ne peut pas s'étendre outre mesure, dans lesquelles j'ai connu Dominique Vénère. Un point d'histoire simplement pour dire que la revue Europe Action
dont Jean Mabir est devenu en 64 le rédacteur en chef, a été publiée jusqu'en 66-67, qu'elle a donné naissance à des comités de soutien d'Europe-Action, qui ont eux-mêmes donné naissance à un mouvement politique qui s'appelait le Mouvement nationaliste du progrès, qui lui-même a engendré un parti politique qui s'intitulait Rassemblement européen de la liberté, lequel a échoué de façon remarquable, sinon lamentable, en voulant se lancer dans les élections. Et la revue, la mouvance, a disparu. Et en 1966 ou 7, dans une réunion qui est restée historique pour certains d'entre nous, Dominique Vénère a annoncé publiquement qu'il rompait avec la vie publique d'homme politique, qu'il ne souhaitait plus faire de la politique et prendre ses distances pour travailler à autre chose. Je l'ai suivi dans la minute même, c'est-à-dire moi aussi, j'ai pris de la distance, et avec ce milieu d'origine, et avec la politique qui depuis ne m'intéresse vraiment que comme observateur. Et puis après, nous nous sommes retrouvés, mais là on va entrer dans une autre période, et on ne s'est jamais perdu de vue, évidemment, jusqu'à la fin. Philippe Miliot, c'est également, votre rencontre avec Dominique Vénère. Là, vous étiez plus jeune, hein, vous aviez pour lui un respect, une admiration. Enfin, les relations n'étaient pas de plein pied, disons, avec lui. Qu'est-ce qui vous a séduit chez le personnage éventuellement, mais aussi dans son action d'alors et dans sa pensée et éventuellement dans ses manières de faire, dans ses manières d'être, de militant peut-être, et de militant à certains égards ascétique. Enfin, Alain de Benoît rappelait qu'il était très très rigoureux. Enfin, votre propre situation est de ce point de vue-là, votre propre sensation est comparable ou bien est-elle très différente? Alors, elle est comparable et différente. Ce qui est comparable, c'est que j'ai été dans le même itinéraire qu'Alain de Benoît a indiqué à l'instant. J'ai été très rapidement membre de la Fédération des étudiants nationalistes, rapidement par rapport à mon âge, puisque ma première carte doit dater de mes 15 ans, donc c'était plutôt jeune après avoir fait ma première manifestation, un tout petit peu avant mes 13 ans. Donc j'étais un précoce, si je puis dire, de l'intérêt politique ou activiste. La première chose qui m'a, pour répondre à votre question, séduite ou entraînée, j'étais dans un milieu familial. Ma mère était institutrice et provenait de l'île de la Réunion. Mon père était médecin et chercheur, ayant été notamment à la direction de l'Institut Pasteur de Madagascar. Et donc il y avait un attachement ou une préoccupation familiale de ce qu'on a appelé à l'époque, il faut se resituer dans une époque. Oui. Évidemment, dit aujourd'hui, ça n'a plus le même sens. Mais à l'époque, il y avait une préoccupation de la grandeur de la France et de l'Empire français. C'est comme ça, c'était l'époque des années que mes parents ont vécues, 30, 40, 50, et que j'ai commencé à vivre, qui étaient les années 60. Nous parlions donc beaucoup à la maison des questions liées à l'Empire français, où ils avaient, pour certains d'entre eux, été non seulement membres, mais natifs, et d'autres qui y avaient été pour y développer une carrière de service, parce que être directeur de l'Institut Pasteur, etc., c'est une carrière de service et pas de profitariat à l'évidence. Et donc il y avait à la maison cette atmosphère qui était en même temps de discuter, de beaucoup parler de politique, mais de ne plus agir. Et ce que j'ai trouvé chez Dominique Vénère, c'était l'action. C'était l'homme qui revenait d'un combat, qui disait maintenant le combat continue d'une autre façon et on va tracer ensemble une voie. Dans cette voie, je serai acteur comme vous, mais acteur signifiait qu'on était à l'inverse de ce que j'ai entendu de la part d'Alain de Benoît sur sa longue vie ultérieure. On était participant direct avec l'espérance des 15 ans ou des 18 ans, qui est évidemment de marquer le monde, forcément. On ne s'engage pas pour rien, on s'engage pour entraîner une génération, etc. Ça, c'est le premier aspect. C'est donc le passage du commentaire à l'action. Je dois dire, en ce qui me concerne, que cette idée ou cette pulsion d'action ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui.
La deuxième chose qui me paraissait également très importante, c'était pour cette génération, encore une fois, il faut se reporter au début des années 60, après les années 50. C'est-à-dire qu'en fait, la France se replie progressivement. À tort ou à raison, ça n'est pas le sujet. Et j'ai d'ailleurs pas mal évolué dans mes propres positions dans l'histoire. Hein. Mais c'était quand même un échec. C'est-à-dire que pour le gamin qui regardait la Mapponde, à l'époque, c'était la Mapmonde, c'était pas l'ordinateur. Hein. Il voyait partout, ou presque dans le monde, ce qui était une atmosphère française qui était matérialisée par une couleur plutôt rose-rouge, j'allais dire. Il disait, tiens, là, c'est nous. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, la Mapmonde, les traits, et voilà, il y avait de moins en moins de tâches. Ouais. Et il restait quoi? La métropole, en fait, et quelques petits comptoirs, quelques petites terres limitées. Et donc, cette idée de rétraction, c'est-à-dire, en fait, d'échec, cette idée que l'histoire passait un plat qui n'était plus dans le sens de la grandeur, la rencontre avec Dominique Vénère m'a permis d'interpréter d'autres axes, d'autres voies, d'autres perspectives, d'autres idées qui me donnaient à nouveau l'espoir que l'histoire pour nos peuples allait pouvoir recommencer. Voilà. Donc les deux moteurs profonds de mon adhésion sont ceux-là. Très bien. Jean-Yves Le Gallou, votre itinéraire est à la fois semblable et différent. Hein. Ce sont des générations qui sont voisines. Mais votre propre rencontre avec Dominique Vénère. Alors, effectivement, nous sommes assez proches par l'âge, par la naissance, et à la fois très lointains. Parce que Dominique Vénère a connu la guerre, enfant, la guerre de 1939-1945, enfant. Il a participé à la guerre d'Algérie. Et il a été dans la clandestinité avant de devenir, au fond, un militant activiste. Toute période que je n'ai pas connue. Ouais. Moi, j'ai été moins précoce peut-être que Philippe Millot. Je me suis retrouvé engagé à partir de 1968, au départ, dans les parages du Grèce, donc dans une action métapolitique. Alors, Dominique Vénère était et a été toujours pour moi une personnalité un peu iconique. Avant même que je le connaisse réellement ou que je le fréquente, je l'ai rencontré un petit peu, mais finalement très épisodiquement. Et je l'ai plutôt connu pendant très longtemps à travers ses ouvrages. D'abord ses ouvrages d'histoire sur l'armée rouge, sur Balticum, sur les arbres aussi peut-être. Enfin, non, les arbres non, parce que c'est pas un sujet qui m'a particulièrement intéressé, donc pas tellement les arbres, plutôt les grands livres d'histoire. Ouais. Et puis les livres qu'on retrouve dans ce livre le Cœur rebelle, bien sûr. Et puis, les deux livres qui, pour moi, sont assez fondamentaux, à savoir Histoire et tradition des Européens et Le siècle de XIV, qui est, je crois, un très, très grand livre par l'analyse historique qu'il présente. Donc, c'est un peu l'historien méditatif. Et à partir de ces années-là, 2002-2005, j'ai commencé à le rencontrer pour différents sujets, parfois très très pratico-pratiques, à la fois pour échanger sur le siècle de XIV, pour insister sur lui, sur l'intérêt pour la nouvelle revue d'histoire de passer sur Internet, ce qui à l'époque n'était pas si évident que ça, même si aujourd'hui ça paraît tout à fait évident. Et puis après, nous nous sommes rencontrés un peu plus souvent, et je l'ai vu dans les années et les moments qui ont précédé son choix, son suicide à Notre-Dame, et sa volonté de créer ce qui est devenu l'Institut Iliade. Voilà. Il y a une précision qu'il faut apporter pour ceux qui n'ont pas connu Dominique Vénère. Il y a vraiment un découpage chronologique qui s'impose. Il y a eu 3 périodes. Il y a eu la période d'engagement activiste et militaire, comme Ernst Jünger, à qui il a consacré un très beau livre. Il brûlait dans l'adolescence de s'engager dans le service des armes, la Légion étrangère, etc. Il a fait la guerre d'Algérie, et après, il s'est jeté à corps perdu dans le militantisme politique. Ça, c'était une période. La deuxième période fait suite à sa mise en retrait volontaire
après la fin d'Europe Action. Et là, c'est une période où il a eu beaucoup moins de contact avec les gens. Il a multiplié les ouvrages, il s'est imposé comme un auteur extrêmement qualifié et talentueux. Mais d'abord, il a multiplié les livres sur les armes. Oui. Alors, je suis comme Jean-Yves, je ne suis pas spécialement fasciné par ce domaine, mais il a publié des livres, il s'est imposé parmi les grands spécialistes des armes. C'est évidemment un transfert tout à fait classique, ne pouvant plus être un homme d'armes, mais un homme de lettres. Il s'est intéressé à ce qui l'avait tant fasciné, c'est-à-dire les armes, et il est devenu un expert reconnu, même auprès des tribunaux, sur les questions d'armement. Il faut lier à la passion de la chasse aussi. Et puis alors, il y a eu la passion de la chasse qui lui a fait connaître des milieux tout à fait différents, à commencer par François de Grossouvre, par exemple, l'organisateur des chasses présidentielles à l'Élysée, et François Mitterrand, etc. Et puis, il y a la dernière partie où il ne publie plus tellement sur les armes ou sur la chasse, sinon épisodiquement, mais des grands livres de réflexion, des grands livres d'historiens, et c'est la période de l'historien méditatif, avec un retour sur la scène publique matérialisé par les 2 revues d'histoire qu'il a successivement animé, Enquête sur l'histoire et la Nouvelle Revue d'Histoire, jusqu'à sa mort. Mais il faut bien avoir en tête que, comme beaucoup de personnalités, il y a eu des périodes différentes dans sa vie, qu'il a toutes successivement assumées, bien entendu, qui correspondent à différentes facettes de son existence, mais il ne faut pas trop se fixer, je veux dire, sur une période plutôt que sur une autre. Je me souviens, dans l'une des nombreuses discussions que nous avons pu avoir, il me disait, en évoquant la période héroïque d'Europe Action, au fond, nous avions des idées courtes, mais des instincts qui voyaient juste. Oui, et ça c'est très important, cette question de Et après, il a continué à s'intéresser aux armes, mais aussi aux armes intellectuelles, aux idées, et, disons-le, il a donné beaucoup de cartouches. Absolument. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je voudrais ajouter une chose que j'ai retrouvée dans les carnets rebelles. À un moment, il explique qu'il était passé du nous au je. Et je pense qu'il est passé du nous au jeu. Il a eu son activité militante, qui était une activité de nous. Il est passé au jeu en tant qu'intellectuel, en tant qu'essayiste, en tant qu'écrivain, historien méditatif. Il est un peu revenu au nous vers la fin, en inspirant la création de l'Institut Iliade, que nous essayons à quelques-uns, de plus en plus nombreux d'ailleurs, de faire vivre, et qui est un nous collectif pour l'identité et la mémoire européenne. Alors François Bousquet, ces carnets rebelles, justement, et ce passage que Jean-Yves Le Gallou soulignait, et Alain de Benoît également d'une certaine manière, entre le jeu et le nous, ce jeu, ce moi de Dominique Vénère, apparaît là d'une manière très inattendue, très précieuse, parce que lui, donc très secret, très réservé, parle de lui, de son enfance, de sa relation avec sa famille. On perçoit un certain nombre de constantes. Quel portrait, pour l'éditeur que vous êtes, donc, puisque ce livre est publié aux éditions de la Nouvelle Librairie, quel portrait ressort, d'après vous, de Dominique Vénère par lui-même dans cet ouvrage ? Il le complète, il le complète. Il y avait beaucoup de trous noirs. Le cœur rebelle, il a très peu dit de lui. Le cœur rebelle est en partie autobiographique. C'est aussi une chronique des temps historiques, une chronique des années 50, 60, qui retrace la période algérienne et en partie à la période activiste. Mais il a très peu dit de lui. Vous parliez avec Alain de Benoît de tenue dans sa préface. Alain de Benoît dit tenue et retenue. Il y a une pudeur animale chez lui. On est dans le monde de la forêt, du bois sacré, du sang noir. Donc il en dit très très peu. Mais de fait, je ne sais pas ce qu'il comptait faire de ses carnets. Il a laissé aucune instruction testamentaire. Et je pars du principe qu'un auteur, surtout un auteur qui a aussi minutieusement préparé sa mort que Dominique Vénère n'a pu la préparer, n'a pas laissé accidentellement, incidentellement,
évidemment ces textes, il les a laissés soit pour un biographe, soit pour les faire paraître. Quand sa veuve, Clotilde Wener, est venue vers nous pour nous dire j'ai un massif de textes impressionnants, en l'occurrence 35 carnets de demi A4 en format. D'ailleurs, vous reproduisez, c'est une très belle édition. Ouais, on retrouve à la fin l'écriture manuscrite de Dominique Wener. L'écriture est très belle, déliée, parfaite. Il n'y a pas de reprise. Aussi, grande découverte, il n'y a pas de reprise. Pour faire Le Cœur rebelle, en fait, c'est comme chez Céline, comme beaucoup de grands auteurs. Céline, pour faire Le Voyage, je sais pas, il fait 100 000 feuillets. Pour faire Le Cœur rebelle, sa veuve nous a laissé il y a 4 carnets préparatoires pour Le Cœur rebelle. Donc il en a tiré la quintessence, mais on ne voit pas du tout de différence en termes de qualité stylistique de l'un à l'autre. Donc tout Wener est là. Toute la partie qui était l'ombre portée en fait de Wener, qui était occultée par cette question de tenue, cette question. Moi, il faut même aller au-delà d'attitude, de rectitude, et qui nous projette presque dans une perspective nietzschéenne de très haute altitude, de sommet. Et bien là, je le dis toujours avec cette réserve animale qu'il habitait, on découvre quantité de choses, entre autres qu'il n'y avait pas que la tenue chez lui, qu'il y avait une dimension frivole. Il revient très fréquemment sur la dimension marxiste-léniniste de l'engagement sacerdotal dont parlait Alain de Benoît, qui était celui d'Alain de Benoît et de Philippe Millot lorsque vous étiez jeune, fasciné par le Que faire, créateur des éditions Saint-Just. Donc il y a cette dimension combattante, l'habite. Mais à côté de ça, il y a Jacques Perret. Jacques Perret était un combattant, mais un combattant toujours en marge, qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Bande à part, stylisticien hors pair. Donc il y a vraiment cette dimension de frivolité qui apparaît. Moi j'ai toujours dit de Wener, il est fasciné par les armes, fasciné par le métal, fasciné par la mort, très tôt, comme Drieu. Beaucoup d'analogies avec Drieu, à ceci près que Drieu était plutôt neurasthénique, était fasciné par l'énergie, la virilité. Cette énergie habitait Wener, fascination pour les armes, mais en même temps, les livres métalliques, il cherche en permanence des résonances jungériennes sur ces orages d'acier, mais aussi une forme de velours, d'élégance. Il est aussi très français. C'est le plus germanophile des écrivains français, de même manière que Junger et von Salomon, qui sont ces deux écrivains fétiches, sont les plus francophiles des écrivains allemands, mais il reste aussi très très français. Il est très européen, très fasciné par l'Allemagne, mais en tant qu'auteur classique de la ligne claire. Oui, pour moi, vous l'avez dit, classique, romantique, oui, l'un l'autre. Et c'est très curieux parce que dans le même registre, effectivement, Junger et von Salomon, Ernst von Salomon, que Dominique Wener rencontrera plus tard, rencontre qui est assez décevante aux yeux de Dominique Wener. Donc Junger et Ernst von Salomon, l'homme du questionnaire, sont très présents. Les corps francs, bien sûr, sont très présents tous les deux. Mais pour aller dans le sens de ce que vous dites, en demi-teinte, mais c'est tout aussi important, il y a à plusieurs reprises, très discrètement, un balcon en forêt de Julien Gracq. J'ai été très étonné de cette... Là aussi, c'est très révélateur de la personne qui était Dominique Wener. Cette musique plus en sourdine, gracchienne, Julien Gracq, un balcon en forêt, qui est là aussi. Alors on retombe aussi sur Junger, puisqu'il y a les falaises de marbre, donc en écho, dont la version française, pour ainsi dire, peut-être plus romantique même, je trouve, chez Gracq. Oui, il y a ça chez Wener, mais il y a également une fascination pour toute cette littérature d'un art de droite. Il y a d'un côté le militant, il y a d'un côté l'activiste, donc on a le soldat qui perdure à travers les âges, même lorsqu'il est en retraite, ou en retrait plutôt qu'en retraite, mais à côté de ça, il lit tous les romans qui paraissent. Il aimerait être un romancier dans l'école des hussards. Donc il aime beaucoup Roger Nimier. Et en même temps, il reconnaît qu'il n'a pas d'imagination, qu'il ne sera pas l'homme d'un roman. Voilà, il fait autre chose. Et les carnets rebelles, alors c'est toujours difficile. La mort, je reprends ce que dit de Benoît, c'est que la mort, on a tous évoqué notre Wener. Moi, j'ai une rencontre météorique de Wener, un dîner et une collaboration qui s'est pas très bien passée à la NRH, puisqu'il intervenait beaucoup dans le travail de rédaction. Donc je crois que j'ai écrit 2 papiers sous la période Wener. Après j'en ai écrit quelques autres pour Conrad. Donc moi c'est la mort. La mort a scellé un itinéraire politique, un itinéraire intellectuel.
la mort était pour moi, grand lecteur du Cœur rebelle, mais aussi missionnaire amoureux de la chasse. Hein, donc le littéraire, plutôt le littéraire, à la différence de Jean-Yves, hein, que l'historien, qui était fasciné par ces deux textes, le missionnaire amoureux de la chasse. Hein, c'est le sang noir du chasseur. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Il parle de la chasse, de la nature. On n'avait pas lu ça depuis Jack London. Pour moi, c'est encore plus que le recours aux forêts du Junger, c'est Jack London. Hein. Mais toujours est-il que c'est la mort qui a fait de Vénère un personnage pour moi mythique, hein, qui a réorienté petit à petit ma vie, qui m'a rappelé à la politique, alors que je me l'étais éloigné par la littérature. Hein. Donc la mort, pour moi, a surdéterminé ma lecture de Vénère. Hein. Il est pour moi mythique, il ne l'est pas assez. L'objectif, entre autres, de la publication des Carnets rebelles, hein, c'est d'imposer le mythe Vénère. Hein. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, il y a une voix, depuis l'Olifant de Rochefort, donc depuis Milan, depuis Charlemagne, il y a une voix qui nous aspire, qui nous inspire. Vénère en est la suite. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une figure dont je ne parle pas, je n'en parle pas sans émotion, un peu comme de Benoît. Hein. Je veux dire, même si la relation n'est pas la même. Hein. Moi j'ai en tête l'hommage de Benoît après la mort de Vénère, qui était bouleversant. Bon, moi elle me bouleverse cette vie depuis le 21 mai 2013. Hein. Et elle porte. Alain de Benoît. C'est très important, c'est ce que vient de faire d'ailleurs François Bousquet, de ne pas enfermer Dominique Vénère dans des étiquettes. On a beaucoup dit de son goût pour la guerre, le guerrier, etc. Dominique Vénère, son modèle, c'était pas du tout le guerrier casqué-botté et les maxillaires en béton. Hein. C'est plutôt le modèle du fringant hussard, hein, et peut-être d'ailleurs plus le modèle du chasseur que le modèle du soldat. Je crois que la guerre pour lui c'était une grande chasse. Hein. Quand il écrit sur l'Algérie, on le voit bien, c'est une chasse. Hein. C'est la nuit du chasseur, c'est l'instinct du chasseur. Hein. Mais Dominique Vénère savait se distraire. D'abord, il aimait beaucoup les femmes, il avait ses distractions, ce n'est pas un ascète non plus. Hein. Je dis cela parce que un homme qui avait autant de tenue et de rigueur donnait fréquemment l'impression d'être un peu raide. Hein. C'est vrai, il donnait parfois cette impression de quelqu'un qui ne rit jamais aux éclats, hein, qui a juste un petit rire retenu, un petit sourire, hein, oui. Un petit rire retenu, tout comme son écriteur qui n'a jamais changé au cours de sa vie, il a toujours tout écrit à la main. Vous aviez raison de dire que les carnets montrent le travail incroyable qu'il effectuait en vue d'écrire un livre. Hein. C'est tout cet aspect-là qui le rend très très profondément attachant. Alors il y a un aspect également dans l'œuvre, dans la personnalité et dans l'œuvre, et en particulier dans ces Carnets rebelles de Dominique Vénère, qui m'apparaît assez saillant et constant dans l'ensemble de son engagement et de son désengagement, si j'ose dire, et c'est peut-être en lien dès le départ avec cette perspective, Alain de Benoît, que vous avez qualifiée de national-révolutionnaire ou de nationaliste révolutionnaire, c'est son anti-bourgeoisisme, pour parler comme Charles Péguy. C'est un homme qui est en rébellion et qui manifeste tout le long de sa vie une hostilité totale à l'endroit du bourgeoisisme, le mot de Péguy me paraît le meilleur, hein, de l'esprit bourgeois, et qui va promouvoir une manière d'être aristocratique, disons, et populaire en même temps. Cette constante, y compris la rébellion avec un certain milieu familial, ou certaines habitudes même incluses dans l'idée de famille elle-même. Il me semble que c'est une des fidélités dans l'être même de Dominique Vénère les plus fortes. Oui, c'est une des fidélités majeures. Il détestait la bourgeoisie, il aimait le peuple, il aimait l'aristocratie parce qu'il savait bien que historiquement, la bourgeoisie, c'est cette classe qui a imposé des valeurs rationaliste et mercantile et qui a coupé ce qui séparait l'aristocratie et le peuple. Mais en réalité, ce que Vénère méprisait par-dessus tout, c'est tout ce qui était bas. Et la bassesse prenait pour lui des formes bien différentes, la bourgeoisie bien sûr, mais également la complaisance vis-à-vis de soi-même. Dominique Vénère est quelqu'un qui parlait pratiquement pas de sa vie privée, mais
même de sa santé. Quelques années avant sa mort, il a eu pendant près de 2 ans un zona, hein, une maladie qui l'a fait souffrir, le martyr. Et quand on lui disait comment ça va? Bon, parlons de choses sérieuses. Hein. On ne parle pas de sa santé, c'est pas sérieux, c'est les petites gens qui font ça. C'est même un public. Il détestait les racontards. Vous savez, Dieu sait si autour de nous, on en voit qui aiment raconter des trucs, dire du mal du voisin, et savoir ceci, cela, et qui couche avec qui. Ça, jamais. Pour lui, c'était déjà de la bassesse et de lui laisser aller. Et sa mort, ben, bien sûr, elle a bouleversé pas mal de gens, mais je dirais simplement que il a été fidèle à lui-même jusqu'à la fin, c'est-à-dire que il est mort comme il avait vécu, c'est-à-dire debout. François de poursuivre aussi dans le fil de ce que dit Alain de Benoît, l'hostilité à la bourgeoisie, moi, me fait, et d'autres traits de caractère me font penser qu'on peut le rattacher à la famille des romantismes fascistes, hein, qui est une famille qui a été pensée par Paul Ceran, songeant à Rebatté, à Céline étonnamment, mais à Drieux et à Brasillac surtout. Alphonse de Chateaubriand. Alphonse de Chateaubriand et d'autres. Hein. Oui, vision aristocratique, hein, vision féodale, vision guerrière du monde, hein, donc par définition, vision antimatérialiste. Hein, donc tous ces traits-là font qu'il ne peut pas être rattaché à l'esprit bourgeois. Mais également la vision chevaleresque, hein, qui vient de loin, qui vient des livres de jeunesse, hein, de la veuve et de l'orphelin. Le passage qui ouvre le samouraï, donc son testament, son livre testamentaire, qui paraît juste après sa mort, hein, commence par une veuve, hein, enfin la veuve de notre temps, une famille monoparentale, hein, une femme seule avec ses enfants dans la cité des 2000. Hein. Dans les carnets rebelles, où il revient sur la période algérienne, hein, il se sent solidaire, hein, des populations européennes. Il devient européen en Algérie, puisqu'on parle des Européens d'Algérie. C'est des Français, des Espagnols, des Alsaciens, des Portugais, des Corses, des Sardes, que sais-je. Hein. C'est là qu'il découvre les Européens, mais surtout c'est les petites gens européens. Donc il se solidarise en tant que chevalier, en tant que porteur d'une vision chevaleresque du monde, hein, de ces petites gens. Donc en effet, oui, toute la vie est présidée commandée par cet impératif chevaleresque. Hein. Et pour dernier mot, l'éthique simplement. Je vous laisse. Juste un mot. Il pratique cette solidarité active et en même temps il écrit aussi « Si j'étais arabe, je serais dans le FLN, bien sûr ». Chacun défend son identité. Donc il était vraiment dans la théorie du juste ennemi. Hein. Chacun a ses raisons, moi j'ai les miennes, ils ont les leurs. On se bat, mais on sait aussi se saluer. On rejoint Monterland dans son récit du samouraï et du parapluie. Dans les années 60, après j'en ai fini, dans les années 60, hein, à Paris, il lui arrivait de faire le coup de poing contre les porteurs de valises. Hein. Et à une réunion du FLN, qui était présidée par Jacques Vergès, hein, que beaucoup d'entre nous ont bien connu. C'est Vergès, je tiens à l'anecdote de Vergès. Hein. Dominique Vénère vient avec sa bande faire le nettoyage dans la salle. Hein, et ils font le nettoyage, et ils le font plutôt efficacement, et non sans brutalité. Mais le seigneur a rencontré un autre seigneur, Vénère a rencontré Vergès, hein, et Vénère m'a dit Vergès a mis un point d'honneur à exfiltrer Vergès, hein, puisque de chef à chef, hein, il était hors de question. Donc en effet, on retombe sur cette éthique du combat, ou cette esthétique du combat, parce que c'était la même chose chez lui, qui lui faisait célébrer dans l'autre, hein, les vertus qu'il associait à sa race, au sien. Philippe Milou, vous souhaitiez rajouter... Ce que je voulais dire, c'est que l'amour évident que Dominique portait à la forêt le situe comme un châtelain qui cherche sa source. Qui dit forêt dit souvent ruissellement et source aussi. Et il était toujours, moi je l'ai toujours connu, préoccupé de voir les permanences, de voir ce qui allait se rattacher à quoi, c'est-à-dire dans la grande chaîne du monde du vivant, quelle était la source, quelle était l'origine, quel était ce qui allait durer, par opposition, et Alain de Benoît le dit très bien, à l'éphémère bourgeois. Je crois que ce qu'il détestait le plus au monde était le bobo, le bourgeois bohème, c'est-à-dire celui qui est le roi de l'éphémère, alors qu'il était le prince de la durée et de la forêt.
Alors, juste une citation rapide de 2 extraits de ces carnets rebelles qui en sont quasiment à l'épicentre d'ailleurs. Page 288, c'est assez amusant parce que j'ai tendance à y voir dans ces quelques lignes-là le cœur véritablement de l'ouvrage, et ça nous permettra éventuellement d'associer le je et le nous à nouveau de Dominique Vénère et de cette relation de cette conception qu'avait l'homme à la fois de sa propre vie et de ses liens, de ses relations avec les autres. Voilà ce qu'écrit donc dans ses carnets Dominique Vénère. Le goût de l'aventure, le rêve aventureux est sans doute la source vraie de ma vie, de ma révolte contre la mentalité bourgeoise au sein de ma famille et dans la France de mon temps. Et un peu plus loin, mais c'est juste la page suivante. Qu'est-ce que l'esprit d'aventure ? Une rupture à angle droit avec la mentalité bourgeoise pour qui la valeur essentielle et suprême est la sécurité. Se déterminant selon 2 concepts suprêmes de la raison et de la morale, la société bourgeoise conçut le plan d'évacuer définitivement l'élémentaire, l'imprévu, le dangereux en les rejetant dans le domaine de l'absurde, accusation qui revenait, et là Dominique Vénère cite Jünger, à bannir l'adversaire hors de l'espace de la société, donc de l'espace de l'humanité et ainsi de l'espace de la loi. C'est un passage qui me paraît très intéressant parce qu'il parle de lui, de sa conception du monde bourgeois, de ce qu'il en éloigne, et puis il utilise ce mot-clé de l'imprévu dans l'histoire. C'est aussi un des titres d'ouvrage de Dominique Vénère. Donc il me semble qu'il y a là, dans cette association de l'esprit d'aventure, de l'aristocratisme, du départ, il cite aussi beaucoup le cœur aventureux de Jünger, et cette manière d'être rattrapé par l'histoire et par cet imprévu qui surgit, peut-être dans cette quête des origines, enfin dans cette chaîne dont vous parliez, Philippe Miliot, qui fait que tout reste ouvert malgré tout, et que cette ouverture-là de l'imprévu, il faut savoir la saisir, et que seul l'homme libre peut la saisir. C'est assez curieux. C'est assez curieux car Dominique Vénère, qui était un grand lucide, grand réaliste, était en même temps quelqu'un d'optimiste. Et je ne pense pas que c'était un optimisme de commande, pour ne pas désespérer Billancourt. Pour reprendre une expression qu'il a beaucoup utilisée, l'Europe aujourd'hui est oublieuse d'elle-même, l'Europe est en dormition. Oui. Mais un jour, elle se réveillera et le cours des choses reprendra. Et je le taquinais souvent quand on avait des discussions l'un et l'autre. Je lui disais, Dominique, c'est bien de dire que l'histoire est toujours ouverte et qu'elle est le domaine de l'imprévu. C'est vrai. Mais si elle est cela, alors elle peut réserver le pire comme le meilleur. Pourquoi croyez-vous absolument que finalement tout va bien se passer ? Alors il riait de son petit rire et il dira, ce sont ceux qui me disaient, ce sont ceux qui viendront après nous qui diront ce qu'il en était. Mais c'est assez intéressant parce que, au fond, les hommes de droite s'inscrivent très souvent, moi le premier d'ailleurs, faut bien le dire, dans l'école de ce qu'on appelle le pessimisme culturel. C'est-à-dire, ça va pas bien, quoi. Ça va pas bien. On a plus de raisons de déplorer aujourd'hui que de raisons d'être saisi d'admiration. Et à vue humaine, ça va sans doute pas changer demain ou après-demain. Dominique Vénère n'était pas du tout ni évolien ni spenglerien de ce point de vue-là. Il ne croyait pas qu'il y avait des processus qui immanquablement débouchaient sur telle ou telle situation. Il disait non. Aujourd'hui, on est en dormition, mais on en sortira. Notre peuple donnera naissance à de nouvelles pages lumineuses, à de nouvelles pages de grandeur et de gloire. Mais en même temps, il était toujours à distance. Faut pas oublier que son engagement physique, activiste, ne représente qu'une petite période dans toute sa vie. La plus grande partie de sa vie a quand même été la publication et la réflexion. Et il avait cette distance. C'est pour ça que quand on parlait du guerrier, je voulais nuancer un peu. Il y avait bien sûr, dans les années 60, l'extraordinaire mythe para, le mythe parachutiste qui touchait tellement d'adolescents dont nous étions. Mais au fond,
il fusionnait le para, le chasseur, avec des figures plus marginales, inspirées par l'exemple du rebelle dont parle Jünger. Les corps francs, finalement, c'est pas l'armée régulière, c'est les corps francs. Bien sûr. Le samouraï, le lance-quenet, absolument, le chouan, c'est-à-dire des gens qui à un moment disent « ça suffit, je ne subirai pas ». Et je dis qu'il y a des choses pires que la mort. Or, notre époque pense que rien n'est pire que la mort. C'est pour ça qu'elle veut supprimer la mort. Et je dirais d'une manière un peu triste, c'est que toutes ces choses que Dominique Vénère dit et dont il a été l'incarnation même, beaucoup de gens de nos contemporains ne seraient pas en désaccord, parce qu'il faut comprendre pour être en désaccord. Ils trouveraient ça proprement incompréhensible. Et c'est là où on voit qu'on a changé de monde, sauf peut-être, bien sûr, ceux qui, eux, n'ont pas été dans cette génération de ceux qui sont apparus et nés trop tard ou trop tôt, mais qui vont connaître à nouveau des heures décisives et qui trouveront peut-être un livre et qui diront « ça y est ». Jean-Yves Le Gallou, oui, je vous en prie. Je pense que sa mort boucle un cycle, parce qu'il revient dans son geste final dans une forme d'activisme, et en même temps que de transgression. Oui, c'est une manifestation de volontarisme, après tout. Par l'acte, par le lieu, et une transgression qui, finalement, reçue. C'est un message, Bousquet l'a dit, qui passe. Mais c'est un acte infiniment transgressif. Et notamment dans une période, comme l'a rappelé Alain de Benoît, qui est terrorisé par la mort. Il suffit de voir la situation actuelle, les sujets dont on parle aujourd'hui, qui sont tout à fait étonnants. Et vous, Jean-Yves Le Gallou, vous êtes aussi un homme d'action, vous êtes toujours engagé politiquement, et vous êtes donc un lecteur en particulier du siècle de XIV de Dominique Vénère. Est-ce que vous puisez dans la lecture de Dominique Vénère, ou dans sa vie aussi, des raisons d'espérer? Je repensais à la formule sur l'Europe en dormition rappelée par Alain de Benoît. Est-ce que dans le combat contemporain, il y a des leçons à tirer de l'œuvre ou de l'action de Dominique Vénère, pour vous, et pourquoi pas pour les jeunes gens de l'Iliade aussi, dont vous êtes à la direction, donc avec Bernard Lugan et Philippe Conrad. Je crois que quand l'esprit se souvient, le peuple se maintient, et toute l'action que nous pouvons mener dans le prolongement de ce qu'effectivement a voulu Dominique Vénère, c'est effectivement que l'esprit se souvienne. C'est la transmission. Je crois que l'idée de Dominique Vénère, en tout cas c'est l'idée qu'il avait exprimée quand il avait souhaité que soit créé un institut de formation après son départ, c'est que tant qu'il y aurait des Européens de sang et des Européens d'esprit, eh bien ça pouvait repartir. Voilà. Et donc c'est ça l'espoir qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est toujours très compliqué quand on regarde la situation, mais à certains égards, son intuition d'origine, qui était les Européens finalement, les Européens d'Algérie, et son intuition finale, c'est-à-dire les Européens de France et d'Europe, reste absolument décisive. Oui, et puis l'Institut Iliade et les jeunes qui assistent aux formations de l'Institut Iliade et qui ensuite eux-mêmes engagent un propre travail créatif, de création, sont là, sont au rendez-vous, et il y a manifestement une espérance. Il y a une transmission. Il y a une transmission. Il y a une transmission. Quand il m'avait dit qu'il souhaitait qu'avec Lugan Conrad, on forme un institut de formation, je lui avais dit, mais vous faites appel à des hommes déjà âgés, ou relativement âgés, même si on était un petit peu plus jeune que lui. Il m'avait dit, oui, mais ce sera à vous de trouver des successeurs, de trouver la génération qui suit. Et je crois qu'à l'Iliade, il y a effectivement
une génération qui est la génération d'après la mienne, et même une génération qui est la génération d'encore après, puisqu'il y a des gens, des jeunes garçons, des jeunes filles assez prometteuses, de 20 ou prometteurs, de 20 à 25 ans qui émergent et qui continueront en quelque sorte, on peut l'espérer, la grande aventure européenne. Philippe Liou, vous avez le même sentiment. Dominique Vénère ne voulait pas être un donneur de leçons, un homme de leçons, mais un homme d'exemple, un homme exemplaire. Vous-même, dans l'engagement qui est politique, qui est le vôtre aujourd'hui, vous trouvez dans son témoignage, au fond, des raisons d'espérer? Alors, des raisons d'espérer, à communiquer, c'est plus compliqué. Ce que je trouve, c'est un souvenir. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui... Moi, je ne suis pas un intellectuel, hein, je ne ressemble pas complètement à Alain de Benoît, ce qui fait que je l'estime beaucoup, mais je ne suis pas un intellectuel. Donc, je pensais à l'homme d'action que vous êtes, justement, au militant engagé. Voilà. Et donc, moi, le souvenir que j'ai, c'est, comme certains peuvent dire, j'ai eu un second père, si vous voulez. Hein, c'est plutôt de cet ordre-là. C'est plutôt un fil conducteur, un guide, un exemple, un jour de faiblesse, dire non, ça n'est pas possible. C'est plutôt quelque chose qui est une inspiration qu'une démarche d'adhésion intellectuelle pure. Oui. Hein. Et ce que je retiens des lectures nombreuses comme mes amis ont pu faire, c'est plutôt la validation à caractère intellectuel et détaillé de ce qu'est le partage d'instinct. Voilà ce que je dirais, ce que je retiens. Il a éveillé ou il m'a réveillé, je ne sais pas, ou il a généré, j'en sais rien, mais quelque chose qui est du domaine de l'instinct. C'est-à-dire, dès que je sens, je vois une opportunité historique, je me dis, tiens, après tout, et si c'était celle-là qui sortait de la dormition, oui, bon, eh ben, essayons, allons-y. Ça marchera, ça marchera pas, mais essayons. Oui, bien sûr, voilà. C'est plutôt ça la leçon et la chose qui est toujours très intimement à l'intérieur de cette transmission-là. Et ce mot d'instinct est tout à fait fondamental pour Dominique Vénère lui-même, parce que c'est un de ceux, je crois, qui permettent de récapituler très largement son propre itinéraire, hein, y compris d'ailleurs l'instinct du chasseur, et tout ce qui relève de l'intuition, de ce qui n'est pas acquis, de ce qui n'est pas rationalisé, de ce qui ne fait pas partie du discours de la dialectique ou tout ce que l'on voudra. Mais voilà, cet instinct, y compris l'instinct de survie, tout simplement. François Bousquet. Et c'est peut-être l'instinct qui fonde son optimisme. Mais encore qu'il faut mettre des réserves sur la distinction. Il faudrait plutôt parler de volontarisme tragique. Hein. C'est la définition de l'âme européenne depuis 3000 ans, repose sur ce volontarisme tragique à travers les âges, dont Vénère est un des exemples les plus achevés au XXIe siècle. Hein. Mais oui, l'instinct ne peut pas se corrompre. Hein. On peut corrompre les intelligences, encore que je suis convaincu qu'on peut le corrompre l'instinct, mais dans l'esprit de Vénère, l'instinct est incorruptible. Hein. Ouais. Donc il fondait tous ses espoirs, enfin beaucoup de ses espoirs, sur cette aptitude aux instincts bridés à ressurgir. Hein. C'est frappant quand on lit un autre texte qui vient de paraître chez Via Romana, Grandeur et décadence de l'Europe, décadence au pluriel, hein, qui reprend les éditos de la NRH et d'enquête sur l'histoire, enfin un peu d'enquête. Hein. Il multiplie les exemples d'imprévus dans l'histoire. Il les multiplie. Un édito sur deux, c'est sur l'imprévu dans l'histoire. Et il nous dit, pas en ces termes-là, parce que je vais parler comme La Fontaine, hein, on est taupe, hein, on a le regard sur l'événement, donc à court terme, évidemment, on est perdu. Mais soyons aigles, hein, prenons du champ, prenons du recul, hein, regardons pas le ressac, mais la vague. Hein. Et de fait, sur le temps long, la roue tourne, hein, et surtout chez un esprit dominé par l'action, comme Philippe, hein, dominé par la notion de perforativité, c'est-à-dire que si je dis, je fais. Oui, si je dis aux Européens, c'est le but de la librairie quand on sort les carnets rebelles, hein, c'est qu'en sortant les carnets rebelles, hein, on va redonner vie à quelque chose, à Dominique Vénère, hein, au combat de Dominique Vénère. Hein. Donc on va le coproduire ce combat. Donc tout ça, moi je serais plutôt comme Alain de Benoît. On a le champ intellectuel nous rend parfois un peu pessimistes, hein, parfois un peu spenglérien, mais rappelons-nous que, comme le fait Vénère en tant qu'historien, qu'il y a quand même quantité de contre-exemples qui démentent notre pessimisme. Alain de Benoît. Et rappelons-nous, parce que nous n'en avons pas parlé, le titre d'une toute petite brochure que Dominique Vénère avait fait dans sa folle jeunesse, qui s'appelait « Pour une critique positive ». Le contenu, à mon avis, a beaucoup vieilli, mais le titre est resté. Dominique Vénère était critique, car il faut être critique. Mais il disait, essayons de faire en sorte
que la critique ne soit jamais seulement négative. Bien, messieurs, merci beaucoup pour ces témoignages, pour ces lectures. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je crois que terminer sur pour une critique positive, c'est terminer sur un grand oui, sans doute nietzschéen et sans doute lié à ce volontarisme tragique auquel François Bousquet faisait allusion. Et c'est donc, d'une certaine manière, rester fidèle à la pensée, à l'œuvre et à la vie et à la mort de Dominique Vénère. Merci beaucoup, à un prochain numéro.